Bonjour, Johan Ibert. Nous sommes très Bonjour, heureux d'être avec toi pour Castelet, merci. notre chaîne d'entretien dédiée à celles et ceux qui font vivre la marionnette et les arts de la marionnette en général. Est-ce que tu... Ah oui, je vais remercier quand même l'Office du tourisme de Mirepoix qui nous prête cette salle pour pouvoir faire les entretiens. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement? Oui, donc je m'appelle Johanny, j'ai du mal à me définir exactement, mais je crois que je suis plutôt, metteur en scène, marionnettiste, également parfois comédien chanteur, récemment. Voilà, je suis né, dans une petite ville de Haute-Loire, qui s'appelle Le Puy-en-Velay, dans le 43, où j'ai grandi, où j'ai même créé ma compagnie quand j'avais 20 ans. Et ensuite, je suis resté dans cette région tout le temps. Et j'ai grandi artistiquement aussi là-bas. J'en parle parce que pour moi, c'est assez fondamental, comment je dirais, dans mon parcours, de venir quand même d'un réseau et d'une ville et d'une région où il n'y avait pas énormément de représentativité, de grandes scènes avec la marionnette ou du théâtre, etc. Enfin, ça a été pour moi un peu une découverte. Voilà, mais si je peux me présenter, je dirais ça. Ça tombe bien, on avait prévu de parler de ça, des publics justement. On a prévu de parler des publics, du rapport à l'institution Hmm, et de la direction. Voilà, c'est les trois thèmes de cet ok. entretien, mais on peut partir direct sur le public vu que tu as commencé. Sur le parcours, toi, le Puy-en-Velay, tu dis petite ville, mais c'est quand même le chef-lieu de la Haute-Loire. Chef-lieu de la Voilà. Haute-Loire, mais c'est 12 000 habitants. Oui. Et puis, c'est une ville quand même qui est assez enclavée géographiquement, et même, je dirais, à cette époque-là, un peu dans les idées. C'est une ville avec la religion qui est quand même assez forte, assez présente. Voilà, donc c'est une ville comme ça où, comment je dirais, qui est un peu enfermée parfois sur elle-même. Et malgré tout, donc moi je vivais vraiment en campagne, pas vraiment au Puy-en-Velay. Mais j'ai eu la chance en fait d'avoir À combien de temps de Puy-en-Velay? un quart d'heure, quoi, à Oui. peu près. Et en fait, j'ai eu ce désir très jeune, je ne sais pas exactement d'où il vient, mais d'avoir envie de m'exprimer par l'art. Alors c'était le théâtre, la marionnette, même la prestigitation. J'ai testé plusieurs trucs quand j'étais gamin. Et j'ai surtout eu la chance d'avoir des parents en fait qui ne viennent pas du tout de ce métier-là, qui étaient, mon père est artisan commerçant, il est à la retraite, mais artisan commerçant. Ma maman était infirmière. Mais tous les deux, en fait, ils ont eu cette délicatesse, je dirais, de se dire que j'étais intéressé par ça et qu'il fallait trouver comment je dirais, qu'il fallait trouver des choses pour me nourrir, on va dire. Donc ils ont commencé à regarder des festivals, des programmations autour, pour aller voir des spectacles. Et notamment à cette époque-là, il y avait un festival à Ambert, qui est aussi une petite commune, où il y avait un gros festival de marionnettes qui a duré pendant quelques années, avec des compagnies françaises et étrangères, un peu comme Mirepoix. C'était un peu, j'ai l'impression, ce niveau-là. Ça a duré très peu de temps, mais c'était quand même très puissant. Et donc, vers l'âge de 8, 9 ans, j'ai vu des spectacles français et étrangers de qualité. Et plus tard, quand j'avais gardé les plaquettes de programmation, eh bien, je me suis rendu compte que il y avait les premiers spectacles du Bouffou Théâtre, il y avait les premiers spectacles de Michel Lobu, il y avait des spectacles d'Émilie Valentin, et puis de compagnies étrangères assez incroyables. Donc des fois, j'ai des souvenirs, j'ai des petits fragments comme ça qui me reviennent. Et il y a, par exemple, j'ai une grande énigme d'un spectacle argentin dont j'ai un souvenir maintenant évidemment fantasmé, mais qui était incroyable, et je n'ai jamais retrouvé la trace de ce spectacle. Je ne sais pas, cette compagnie, de temps en temps je cherche et je ne C'est retrouve le jamais off cette du off. compagnie. C'était dans le Ouais, off, c'est dans ça. le Et off du off. c'est assez incroyable. Donc voilà, donc mes parents en fait, ils ont fait ça aussi avec mon petit frère qui lui était plutôt sur le sport, sur le cirque à un moment donné, enfin, etc. Donc j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné, qui nous ont accompagnés pour essayer de comprendre finalement ce à quoi on s'intéressait en fait, ce qui nous ouvrait l'esprit. Et ça, c'est une chance. Mais effectivement, ça a mis beaucoup de temps pour moi
à comprendre en fait qu'est-ce que c'était une compagnie, pour qui on jouait. Moi, j'ai commencé à faire des spectacles dans des écoles maternelles en fait, parce que je travaillais avec une compagnie vers l'âge de 16 ans, 17 ans, qui faisait de la marionnette, et qui sont deux femmes, deux personnes qui m'ont beaucoup initié, qui m'ont appris énormément de choses à construire des marionnettes, à les manipuler, enfin à faire tout un tas de choses. Et j'ai commencé dans des écoles maternelles au tout début. Donc l'idée, par exemple, d'avoir des programmatrices et programmateurs qui viennent voir ton travail, pour moi, ça n'existait pas. Je savais pas ce que c'était. Donc il a fallu que, enfin, ça a mis du temps en fait pour moi à comprendre tout ça. Ouais. Tu as démarré assez tôt pour apprendre assez de... Oui, oui, j'ai démarré très tôt. Professionnellement, j'ai démarré à 20 ans. En fait, j'ai essayé de passer des écoles un peu supérieures de théâtre au départ. Et j'arrivais toujours sur liste d'attente, c'est-à-dire troisième tour sur liste d'attente. Si quelqu'un de la promo, en gros, partait, moi, je pouvais rentrer dans la promo. Donc ça a fait ça 2 fois. Et puis je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et j'ai tenté une fois l'ESNAM à Charleville, mais vraiment à 18 ans. C'est-à-dire vraiment, il a fallu que je demande une dérogation, en plus, je crois, et tout ça, parce que j'ai pas mon bac. Et l'école de Charleville, à ce moment-là, ne m'avait pas accepté, parce qu'il m'avait dit, tu es trop jeune, tu n'as pas ton bac, etc. Reviens dans 3 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Et ensuite, eh bien, après, j'ai commencé à créer des spectacles. J'ai créé ma compagnie à 20 ans et finalement, les choses se sont mises en place. Et tout à coup, l'idée d'une école n'était plus évident, en fait, n'était plus au premier plan. J'y pensais plus et donc j'ai créé des spectacles et c'est vrai que j'ai la sensation encore aujourd'hui d'être toujours en apprentissage. C'est-à-dire que alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas fait d'école? J'en sais rien, mais c'est peut-être une chose maintenant que je me raconte et qui me, je sais pas, qui est moteur aussi pour moi, mais j'ai l'impression que chaque spectacle, j'ai besoin de découvrir quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau et de le mettre en œuvre. C'est-à-dire que j'ai toujours la crainte de refaire une chose que j'aurais un peu faite. Dès que ça ressemble trop à quelque chose que j'ai fait, ça me fait reculer. Donc j'ai besoin de, heu, il y a quelque chose qui m'excite, qui m'amuse de partir dans une direction nouvelle, où je me dis: «Ben là, j'ai pas testé ça», avec des fois des ratés, avec des fois des choses qui ne fonctionnent pas évidemment, mais voilà, cette idée d'être toujours dans la découverte, dans l'apprentissage, je crois que c'est assez, voilà, c'est assez présent. Donc tu es un peu autodidacte, tu es allé chercher les informations là où elles étaient. Oui, en partie, j'ai quand même travaillé, j'ai fait 1 an la formation, donc ça c'est vers 21 ans, la formation d'Alain Recoing, au théâtre aux mains nues, alors que je commençais déjà à travailler, en compagnie. Alain était vivant, il avait, 80 ans à peu près et c'est vrai que je l'avais rencontré sur un stage, et j'ai adoré en fait ce rapport qu'il avait, de l'acteur marionnettiste, ce qu'il nous racontait aussi de Vitesse, de l'idée, de toute cette génération de marionnettistes qui faisait un peu sortir l'interprète du Castellet, on va dire. Et donc, il y a eu comme ça oui, quelque chose d'assez fort sur la marionnette à gaine, qui m'a beaucoup passionné, l'idée que ça passe par le corps, par l'énergie du corps, par l'énergie de l'interprète. Hem, Même si j'ai pas fait beaucoup de spectacles en fait en gaine et en Castellet d'ailleurs, mais ça m'arrive de temps en temps et ça me fascine toujours en tout cas de voir ça. Mais je trouve que, il m'a beaucoup appris, sur cette impulsion première de, pour comment on manipule un personnage, que ce soit une gaine ou une autre technique de marionnette. Ça a été important pour moi, ouais. Ça a été un monsieur, heu, qui m'a fasciné parce qu'il avait 80 balais et qu'en même temps, et un jour, il m'a dit, par exemple, il m'a dit: «Viens, on fait un spectacle tous les 2. On fait, Michel de Galderode». Comment elle s'appelle cette pièce d'ailleurs? Il y a un roi et son fou du roi, c'est une pièce géniale. Escurial, elle s'appelle, voilà. Une pièce géniale et donc il y a un roi, et on comprend qu'il y a plus personne dans le royaume, la reine est en train de mourir dans un coin. Il a plus personne, mais il veut encore que son fou du roi l'amuse. Et donc, il impose en fait à son fou du roi, vraiment de continuer à l'amuser, pour le sortir de sa névrose, on va dire.
Et il voulait qu'on fasse ça tous les deux en gaine. Lui, il avait 80 ans, quoi. Et je dis, ben oui, si tu veux, Alain, on le fait. Et je lui dis, mais tu imagines quoi? Je lui dis, tu ferais le roi. Et j'imaginais que sa voix, etc. Il me dit, ah non, moi je fais le fou du roi, bien sûr. C'était génial. Et je dis, ah bah très bien, voilà. Puis ça s'est jamais fait, mais j'aimais beaucoup cet homme qui, à 80 ans, avait encore, comment je dirais, une sorte de lumière tout le temps dans les yeux. Il y avait quelque chose qui pétillait tout le temps, en fait, de désir. En fait, il était curieux de tout. Il était vraiment, voilà. Moi, je l'ai rencontré à cette période-là. Je sais qu'avant, ça pouvait être quelqu'un, quand il était prof à Charleville, je crois qu'il était assez dur, assez avec les étudiantes, les étudiants. Mais là, c'est vrai qu'il était dans une espèce d'appétit, de découverte qui était assez belle. Ouais. On s'assagit avec l'âge, c'est ça. Peut-être. On est moins. Et j'aimerais comprendre, du coup, tu arrives à 18 ans, tu te dis, je vais faire ça, tu n'as pas fait d'études autres, Non. et tu te mets à créer des spectacles. Et Oui. comment ça se passe, ce début, et comment t'en arrives à vivre, à trouver des. Tu vis de la diffusion, tu arrives à jouer tes spectacles Non, vite, au comment début tu. c'est un peu à tâtons, mais en fait, je travaillais avec une compagnie où je faisais quelques cachets comme interprète, voilà. Et puis c'était une compagnie que j'aimais beaucoup. Et puis en fait, j'avais une idée de spectacle que j'ai proposé en fait à cette compagnie en leur disant ce serait un solo, est-ce que vous pouvez en gros m'héberger? Le Et parce que cette fameux. compagnie me dit ben c'est un peu délicat parce que la compagnie fonctionne différemment, etc. Je dis ben, je comprends très bien. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai créé ma compagnie avec ce premier spectacle qui était un solo avec de la pâte à modeler, voilà. Et donc j'ai écrit ce spectacle et pour la petite histoire, j'ai fait une première version avec une amie à moi. C'était un duo. On était dans un local qu'on louait, qui était pas chauffé, où on a fait plein de trucs en résine, tout un décor en résine qui n'arrivait jamais à sécher. Et je comprenais pas pourquoi ce truc ne séchait jamais. J'avais jamais fait de résine. Puis au bout d'un moment, on m'a expliqué à Monsieur Bricolage qu'en fait, la résine, il faut qu'il fasse un petit peu chaud, sinon ça ne sèche pas. Donc voilà, on a essayé de, on a fait tout un bazar. Et, euh, et au final, on a sorti cette première version. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc on a fait quelques dates et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et puis j'ai dit, on met un peu en stand-by. Moi, je jouais avec d'autres compagnies à ce moment-là, voilà, comme marionnettiste. Et en fait, j'ai tout jeté. Le décor et tout, les marionnettes, j'ai tout repris, j'ai tout refait de zéro. Et là, j'ai dit à l'ami avec qui j'étais à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, je vais faire un solo parce que j'ai pas envie de t'embarquer dans un truc encore pendant 6 mois de construction, etc. Je suis pas sûr de là où on va et tout ça. Et donc me voilà avec la même idée, on va dire, mais à redémarrer à zéro. Et, euh, et donc ce spectacle, deuxième version, est sorti. Et donc j'ai commencé à le jouer dans des écoles maternelles autour de chez moi. Et puis une femme, je lui dois beaucoup, qui travaillait dans une agence régionale qui n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, me dit, tu sais, tu devrais montrer ton spectacle à des programmatrices et des programmateurs. Donc pour moi, il fallait aller à la grande ville. Donc nous, la grande ville, c'était Clermont-Ferrand. Donc voilà, donc on loue une salle pour faire des scolaires, pour présenter à des programmateurs, etc. Enfin, ça a été tout un truc pour nous, c'était un peu, voilà. Et puis ensuite, ça a démarré comme ça. Et aussi l'idée de faire Avignon. Pardon. Et donc nous voilà partis pour faire en 2001 le Festival d'Avignon dans une salle pourrie, une salle de 50 places, rue des Teinturiers, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Mais, euh, mais ça a été vraiment, vraiment magique. Et, euh, et beaucoup de professionnels sont venus. Et nous, à ce moment-là, oui, on était là. Je nous vois dans les rues d'Avignon au bout d'une semaine à chercher dans les magasins un agenda, parce qu'on n'avait même pas un agenda de la saison suivante pour marquer les dates. Les gens nous demandaient des dates et on n'avait pas d'agenda. Bon, voilà. Et donc, voilà. Et ça s'appelait Le Petit Bonhomme à modeler. Et c'est un spectacle que j'ai joué ensuite, je sais pas, 600 fois, 700 fois, un truc comme ça, euh, qui était un solo où j'avais fait le son et la lumière aussi en autonomie. Et T'étais donc, tout seul, sans tout technicien, seul, sans régisseur. ouais, tout seul, et que j'ai tourné beaucoup en itinérance, beaucoup dans des lieux non équipés, voilà. Et puis en fait, comme j'étais pas du tout subventionné, pas du tout, j'avais
tout de suite envie de faire un autre spectacle, de chercher d'autres choses. Mais pour pouvoir commencer à créer d'autres choses, vous connaissez bien ça, ben, faut tourner en même temps. Et donc à un moment, au bout de 300 et quelques dates, j'ai engagé un autre comédien et on était donc en alternance et ça me permettait de pouvoir commencer moi à rêver un autre spectacle. Donc ça a commencé comme ça et j'avoue en fait que de jouer beaucoup au début, ça m'a appris beaucoup en fait. Ça m'a appris d'être dans des territoires différents, des publics très différents, des accueils très différents, des lieux très différents. Parce que je pouvais passer d'une salle communale programmée par un théâtre de ville à une salle nationale qui faisait de la décentralisation, à tout à coup une scène conventionnée où on était sur le plateau avec un petit gradin dans un espèce de luxe qui me semblait incroyable. Euh, voilà, donc oui, c'était assez intéressant de monter, démonter, de comprendre le rythme de tout ça, de comprendre comment, oui, les différents publics, et qu'est-ce que c'est aussi de jouer sur la durée, de jouer le matin à 9 heures en scolaire, un peu, où on est un peu embrumé par la vie, par ce qui nous arrive autour, voilà, les amours, les ruptures, enfin, je sais pas, tout ce qui peut nous arriver, et de continuer à jouer un spectacle. Donc j'ai vraiment appris, je dirais, en effet, oui, tout de suite, sur le métier, comme on dit, quoi. Et par ailleurs, en même temps, je travaillais avec une compagnie qui s'appelait Compagnie Archimage Guy Jutard. Et Guy avait une compagnie aussi dans ma région en Auvergne. Et il m'avait aussi engagé dans un spectacle pour les tout petits, pour les crèches, ce que je n'avais jamais fait. Et donc, il y a un moment donné, je me suis retrouvé à jouer beaucoup comme ça, 2 spectacles pour la petite enfance. Et j'adorais ça. Vraiment, jouer pour les petits, ouais, c'était assez incroyable. Oui, l'avantage de jouer pour les petits, c'est qu'on fait beaucoup de dates. Le jeune Oui, public, bah, quand le spectacle fonctionne, c'est Oui, pas toujours le cas, mais c'est vrai que si le spectacle fonctionne, je crois que le réseau surtout est très très bien fait. C'est ça aussi, c'est que c'est un réseau qui est très fort, très puissant, avec des relations qui sont très fortes entre les programmatrices et programmateurs, qui sont souvent d'ailleurs des personnes qui sont nommées dans les plaquettes, souvent RP, en charge de la programmation jeune public, comme si c'était un peu un truc un peu à part. Mais de fait, c'est souvent des personnes qui sont là, même si les directions changent des maisons, c'est souvent des femmes d'ailleurs, mais pas uniquement, mais en tout cas à cette époque c'était beaucoup de femmes, et qui elles avaient une fidélité aussi avec les compagnies, et il y a moins la mode aussi, j'ai l'impression, comme il y a des fois en public adulte, un spectacle qui est à la mode pendant 2 ans et puis après on passe à autre chose. Le jeune public, j'ai l'impression qu'il y a un vrai répertoire et qu'une fois qu'un spectacle plaît, on peut presque le reprogrammer 5 6 ans après, parce que les enfants effectivement ont changé, et que si un spectacle tient la route, est intéressant et se régénère, pourquoi pas le reprogrammer. Enfin, je crois que c'est un autre rapport au répertoire et à la création aussi. et si on te demande de jouer ce spectacle, tu le rejoues encore? Non, maintenant non, parce que Combien faut te payer pour refaire le ah, c'est petit pas une bonhomme histoire de à ah modeler? non, c'est pas une histoire non, non, mais c'est plutôt, je crois que c'est plutôt que, comment je dirais, j'avais 20 ans, là j'en ai 40, et je renie pas, bien sûr, mais je le regarde avec un peu de distance parce que je ne referai plus comme ça maintenant. Hmm. Mais même d'ailleurs pendant les 6 ans ou 7 ans où on le jouait, j'avais un principe que j'ai toujours d'ailleurs en début de saison, de reprendre des répétitions de chaque spectacle qui est en tournée. Et celui-là, par exemple, je voyais bien qu'au fur et à mesure des années, je commençais à changer des choses. Je me disais, ah ça, tu pourrais changer ça. Et puis au fur et à mesure, il y a un moment, je me suis dit, en fait, arrête, parce que sinon je change tout. En fait, c'est un autre spectacle. Parce que, voilà, artistiquement, j'ai évolué, j'avais envie d'autre chose. Et donc voilà, donc à un moment, je me suis dit, bah voilà, je crois qu'au bout de 6 7 ans, je me suis dit, bah je vais l'arrêter, parce que ça correspond plus à ce que j'ai envie de défendre. J'ai envie de le faire différemment. Mais, euh, mais je pense qu'il reviendrait assez vite si je devais le jouer, par exemple. Je pense qu'il est quelque part en moi, et même celui que j'ai fait après, qui s'appelle Les pieds dans les nuages, que j'ai aussi beaucoup joué. Oui, je pourrais le reprendre. Je pense que ça reviendrait, quoi. Voilà. Donc tu as une économie de tournée en fait au début de ta compagnie. Ah oui, Il y a beaucoup complètement. d'argent qui rentre là. Et quand est-ce que ça débloque l'institution? Ben, ça s'est fait sur ce premier spectacle, où ben, c'est bête à dire, hein, mais en fait, les programmateurs de ma région, et notamment ma DRAC, est venu me voir à Avignon alors qu'il venait pas me voir C'est quand souvent comme ça, j'étais. oui. C'est souvent comme ça quand j'étais dans ma région. Mais je leur en veux pas du tout. Mais
Donc ça s'est fait comme ça petit à petit, et c'est très bien. En fait, je sais pas s'il y a de modèle idéal, mais c'est vrai que, comment je dirais, pour moi, comment je dirais, tout était assez concret, c'est-à-dire faire un budget de production, qu'est-ce que ça coûte de faire un spectacle, de le tourner, de retravailler un spectacle. C'était très clair en fait pour moi. Donc quand tout à coup il y a une première subvention qui est arrivée, c'était évidemment l'Eldorado, mais c'était très, très conscient, très concret en fait. Il y a certains artistes, par exemple, qui sortent d'écoles supérieures, notamment en théâtre, et qui tout de suite, et c'est une chance géniale, hein, ont accès à une scène nationale, à une production dans un CDN. Je trouve ça génial, mais c'est vrai que parfois, je ne sais pas s'ils ont tout de suite la notion de ce que c'est que de monter un projet, et aussi comment je dirais, des choix. C'est-à-dire que je pense que faire un projet, faire une création, ce n'est qu'une succession de choix et de renoncements. En fait, les contraintes, pour moi, font partie de la création, et donc l'argent en fait partie, mais aussi, je sais pas, moi je sais qu'au début, il y avait certains spectacles, je faisais le décor en fonction du camion. En fait, en marionnette, on a souvent tendance à faire ça. En théâtre, les gens ont moins moins le réflexe, mais en marionnette, en fait, on réfléchit l'économie, elle est tellement complexe et fragile qu'en fait, c'est parce qu'on tourne un peu qu'on peut se donner soi-même du travail. Et donc, de penser un décor qui rentre dans son camion, ben, c'est déjà une. Pour moi, ça ne brime pas l'artistique, en fait. Je me sens pas brimé quand j'ai la chance parfois d'avoir des commandes pour d'autres compagnies, ou voilà. Bah, si on me dit j'ai ça comme budget et j'ai ça comme contrainte, moi je trouve ça super excitant toujours de me dire ok, il faut que ça soit prévu pour ça, il faut que ça rentre dans tel espace ou j'en sais rien, ou c'est prévu pour l'extérieur. Moi je trouve ça très excitant les commandes et les contraintes. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, oui, oui, toujours par nécessité. Après, j'ai quand même passé là 20 ans d'une sorte de boulimie, d'envie de spectacle. Je pense que je ne sais faire que ça. C'est une vraie maladie. C'est vrai, j'ai peu de. J'ai une vie sociale, mais je veux dire, j'ai peu de. Je vis par ça, en fait. Pour moi, l'art en général, le spectacle vivant, parce que je ne fais pas des spectacles avec, enfin, pas toujours avec des marionnettes, mais quand même souvent. Mais pour moi, c'est une manière de me confronter au monde, c'est une manière de comprendre, d'essayer de comprendre le monde dans lequel je vis, parce que j'ai quand même toujours beaucoup de mal, depuis l'enfance, ça n'a pas changé, euh, et d'interagir avec le monde autour de moi. Euh, et donc, je ne peux répondre, pardon. Tu peux boire. T'as de l'eau là Ouais, je vais faire ça. pour la gorge. On aurait dû avoir des petits bonbons Non, ça va. pour adoucir. Non, je ne sais que. Oui, j'ai l'impression en tout cas de ne savoir euh, interagir et répondre à cette société, répondre à des sujets politiques, répondre à des sujets sociétaux par l'art, qui est un grand mot, mais voilà, en tout cas par le fait de fabriquer des spectacles, de fabriquer des histoires. Euh, voilà, ça me passionne, et en fait, c'est vrai que j'ai fait des fois des saisons où je faisais deux, trois créations avec des équipes différentes, avec des formats différents évidemment, mais c'est très vif en moi. Et maintenant, depuis quelque temps, j'essaye compte tenu aussi de ce qu'on vit en ce moment, en fait, de l'économie qui est différente, de la difficulté des lieux à programmer des spectacles, donc qui réduisent le nombre de spectacles. Donc je suis dans une réflexion un petit peu aussi, moi, de réduire la production, c'est-à-dire le nombre de spectacles, mais je le fais un peu par, comment je dirais, presque par contrainte, parce que bah, souvent c'est l'argent de toute façon qui me bloque, évidemment, hein. Voilà, il faut bien engager des gens, faut bien. Donc évidemment, ça bloque. Mais artistiquement, j'ai souvent beaucoup d'envie, d'idées. Des fois, je rencontre une personne, j'ai envie de travailler avec elle. Ça peut être un auteur, une autrice, un plasticien.
Euh, et les idées de spectacle viennent souvent comme ça, comme une forme de nécessité. Et aussi, je me trouve confronté des fois à ce qui est, comme, comment c'est conçu en France, où il faut parfois penser son projet 2 ans, 3 ans avant, en parler, etc., etc. Et cetera. Et moi, c'est un rythme qui ne me convient pas toujours. C'est-à-dire que des fois, j'aimerais le faire dans la saison, ou enfin voilà, il y a des fois des pulsions comme ça sur un sujet, sur une envie particulière. Et des fois, l'imaginer en 2 ans, dans 3 ans, ça me semble fou. J'avais une question, tu parlais de contraintes. Est-ce que tu as une réflexion sur le fait de sectionner les différents publics, c'est-à-dire de faire des jeunes publics, d'avoir des publics, de penser pour les salles, pour les lieux décentralisés, ce qui implique évidemment des publics différents. Est-ce que tu as une réflexion sur ces différents publics? Est-ce que tu as... Oui, mais ça part d'un sujet. C'est-à-dire que, comment je dirais, des fois, je suis beaucoup dans des comités de lecture, parce que je travaille beaucoup avec des autrices et des auteurs vivants. Euh, donc je découvre des textes, et tout à coup, il y a un texte qui me parle, un sujet qui me parle, je tombe amoureux d'un texte, et c'est ça qui va déclencher le désir d'une création. Donc, si ce texte-là me semble, parce qu'il a été écrit comme ça, évidemment, accessible à la jeunesse, bah, ça devient un spectacle jeune public. Mais jamais je me suis dit, ah, l'année prochaine, il faut que je fasse un spectacle jeune public. En fait, j'ai pas de régularité. Là, par exemple, j'ai pas fait de spectacle jeunesse depuis, je sais pas, plusieurs années, par exemple. Parce qu'il n'y a pas eu il y a pas eu cette étincelle en moi qui fait que tout à coup je me dis, ah, c'est ça que j'ai envie de faire. Là, il se trouve que depuis quelques années, ce sont des sujets, j'ai vraiment développé tout un, on va dire, plusieurs projets sur la question de l'insolence, de l'impertinence de la marionnette. C'est ça en ce moment qui m'anime depuis quelques années. Donc il y a eu Cabaret, avec cette marionnette qui se transforme avec des attributs masculins, féminins, parler de liberté, de sexualité. Et ensuite, il y a eu la Nouvelle Ronde. Enfin voilà, et c'est vrai que le, comment je dirais, pour moi, le public, il est toujours très présent, c'est-à-dire à qui je m'adresse, mais ça part du sujet, ça part d'un texte, ça part de cette impulsion-là, en fait. Mais c'est pas un truc programmé de la compagnie, quoi. Je vais reformuler ma question. Est-ce que tu as une réflexion sur le spectacle jeune public en général? C'était Oui, ça ma question, c'est-à-dire comment tu vois par exemple ce spectacle jeune public? Est-ce que pour toi c'est intéressant de faire le spectacle jeune public? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt faire du spectacle tout public? Est-ce que tu as une réflexion là-dessus? en fait, ça a été clair très tôt pour moi, parce que j'ai commencé par du jeune public, mais j'étais pas à l'aise avec en fait cette époque-là, donc début des années 2000, où le spectacle jeune public était comment je dirais, une forme à part entière, où il y avait le dossier pédagogique qui allait avec le spectacle, il y avait tout ça. Et en fait, moi déjà, je me souviens que j'étais pas tout à fait d'accord avec ça, j'étais un peu mal à l'aise, et petit à petit, la chose s'est formulée. Pour moi, un spectacle dit jeune public est un spectacle tout public, accessible à partir d'un certain âge. Euh, donc je pense que quand je fais une création dit jeune public, il y a exactement la même exigence. Simplement, il y a une responsabilité supplémentaire qui est que ce spectacle peut potentiellement parler à des enfants, par exemple, je dis n'importe quoi, si on décide que c'est 3 ans, 4 ans, euh, et qui va être accessible et adapté. Et donc, ça c'est encore un grand sujet, mais ça veut dire quoi accessible et adapté? Ça veut dire en termes de durée, en termes de rythme, mais surtout en termes de vécu. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 4 ans n'a pas évidemment vécu la même chose voilà, qu'un adolescent, par exemple. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui va pouvoir comment je dirais, l'intriguer, l'intéresser, sans réduire le niveau d'exigence aussi intellectuelle. C'est-à-dire que pour moi, les enfants sont des sortes de philosophes en puissance qui ne mettent pas toujours des mots sur ce qu'ils ressentent, euh,
soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce que juste ils n'ont pas encore tous les éléments de langage. Mais par contre, à l'intérieur d'eux, ça bouillonne. En tout cas, j'ai cette sensation-là. Et donc, ils sont, comment je dirais, je sens, et un peu les études aussi que j'ai fait au fur et à mesure des années, qu'en fait, on peut aborder avec eux des sujets assez profonds, assez complexes, en fait. Et que la complexité, elle est belle et elle est très enrichissante aussi pour les enfants, et notamment dans le dialogue avec l'adulte. C'est-à-dire, moi j'aime beaucoup qu'il y ait certains points dans le spectacle qu'ils ne comprennent pas ou qui leur posent question, qui va leur permettre de dire à l'adulte pourquoi il a dit ça à ce moment-là, le personnage, pourquoi à ton avis il lui a dit ça. Et donc l'adulte est dans ce dialogue avec l'enfant de dire bah tu sais peut-être parce que voilà. Donc j'ai fait plutôt des spectacles jeunesse, parfois où je me faisais un peu tirer les oreilles dans le réseau, mais euh, parce qu'on on aime aussi aborder des thèmes. Par exemple, j'ai fait un spectacle avec une autrice qui s'appelle Marion Aubert, où on s'inspirait de certains villages en Inde ou en Chine, où une maman en fait qui met au monde que des petites filles, c'est un déshonneur. En fait, on lui dit qu'elle n'est pas une bonne mère, qu'elle n'est pas une bonne femme. Et donc, dans certains villages où les familles ont peu de moyens, euh, ils sont obligés, certaines mamans, avec le poids de la tradition, elles doivent abandonner leur petite fille. Ça veut dire soit les tuer, pardon, soit les donner à une association. Parce qu'il faudrait avoir un petit garçon pour reprendre la famille. Et donc, c'était le centre dramatique de Vire à ce moment-là qui avait eu cette idée et qui avait demandé à Pauline, pardon, à Marion d'écrire le texte et m'avait demandé de faire la mise en scène. Donc, on a travaillé ensemble avec Marion là-dessus et il voulait qu'on fasse un spectacle jeunesse là-dessus. Et donc, comment aborder ça? Comment expliquer? Comment ne pas stigmatiser? Comment ne pas enfermer aussi ça? Comment faire comprendre aux enfants cette idée-là dans une culture qui n'est pas la nôtre, sans appropriation culturelle? Et c'est là où Marion a réussi un texte, je trouve, assez brillant, c'est qu'elle a ouvert beaucoup le sujet et elle a basculé dans une sorte de pays où il y a un roi avec un zizi d'or et il est très fier de son zizi d'or et il déteste les petites filles, il déteste les filles, voilà. Et donc ça bascule complètement, mais ça a permis de développer un sujet hyper riche et que les enfants comprenaient très très bien. Ils comprenaient très très bien les enjeux, les détails, alors que le sujet était quand même assez nourri, assez complexe. Mais, euh, oui, oui, je crois beaucoup à l'acuité et au regard très précis en fait des enfants. Et je trouve que dans notre métier de créatrice, créateur de spectacle, ils ne pardonnent rien en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un creux dans un spectacle, eux, ils s'engouffrent tout de suite dedans. Soit ils regardent ailleurs pour les petits, soit ils parlent, soit ils... Voilà. Donc ça nous met dans une précision comme ça de regard et aussi de convention. C'est-à-dire que je trouve que les enfants sont capables d'accepter des conventions de théâtre très différentes et qui peuvent aussi changer. Et ça m'a beaucoup appris pour la création dit adulte. Ça m'a beaucoup peut-être libéré aussi de me dire, mais peut-être qu'on pourrait faire ça aussi pour les adultes en fait. Il n'y a pas de raison. Sauf que l'adulte intellectualise évidemment beaucoup plus vite l'idée d'un changement de convention, mais ça m'a offert de la liberté. Donc quand je fais une création dite jeune public, je ressens une plus grande responsabilité parce que je me dis, ce sont des enfants qui sont en découverte du monde, en apprentissage du monde. Et donc, si on fait une création qui doit leur parler, de quoi on leur parle? Qu'est-ce qu'on leur montre du monde? Qu'est-ce qu'on leur raconte du monde? De quelle façon? Enfin voilà, c'est assez... ouais. C'est très, très bien. J'ai lu que tu as été directeur du CDN de Montluçon. On change de sujet. Euh, Comment t'en es arrivé là? Pourquoi t'as pris cette décision de devenir directeur? Et voilà, déjà ça. Après, on va...
Oui, c'était pas un but en soi pour moi. Je l'ai fait parce que c'était ma région. J'avais à peine 30 ans à ce moment-là. C'est un peu une discussion avec notamment les partenaires, notamment la DRAC, où j'avais envie d'un endroit, d'une fabrique avec d'autres artistes. Et donc c'est mon DRAC de l'époque qui m'a dit, bon bah ça s'appelle un CDN en fait. Et donc je savais pas trop ce que c'était, j'avoue, un CDN à ce moment-là, c'était pas encore très clair. Et donc j'ai pris quelques mois pour comprendre, aller voir d'autres CDN dans d'autres régions, etc. Et puis finalement j'ai candidaté. Donc c'est un processus, on était, je sais plus, genre 70. Puis il y a une shortlist, ce qu'on appelle, donc on était quatre. Là, on écrit un gros projet. Et il se trouve qu'ensuite j'ai été nommé. Je m'y attendais pas du tout, très sincèrement. C'était une expérience géniale, vraiment. Je pense qu'à ce moment-là, c'était un peu tôt pour moi dans mon parcours d'artiste, parce que j'avais 30 ans. Euh, Tôt au sens, pas en termes d'âge, parce qu'il y a des artistes qui sont nommés des fois très jeunes et ça donne des choses formidables, mais moi, dans mon processus de création, j'étais encore dans un truc un peu, comment je dirais, j'avais du mal, par exemple, à quantifier le temps de travail d'une création, le temps de répétition, etc. Et donc, quand on est dans une maison comme ça, qui évidemment est un peu plus rigide qu'une compagnie, enfin pas rigide, mais en tout cas c'est plus structuré, où il faut compartimenter son temps entre diriger un lieu, travailler avec une équipe, etc. Et puis son temps un peu plus cocon sur ses créations. Voilà. Mais là aussi j'ai appris beaucoup. C'était incroyable. Dans mon projet, il y avait 5 actrices, acteurs permanents que j'ai emmenés avec moi à Montluçon. Donc on a fait des créations adultes, des créations jeunes publics. On partait en tournée, on faisait beaucoup de travail sur le territoire. Et c'était une expérience de dingue de rapport au public, par exemple. C'est-à-dire de travailler sur un projet global qui ne concerne pas que les créations qu'on faisait, mais qui concerne d'autres artistes. Donc c'était une aventure de dingue. Et puis j'ai senti assez vite, au bout de 2 ans, que j'allais faire le premier mandat, donc c'est-à-dire 4 ans, mais que j'avais pas forcément envie de continuer, que j'ai envie de reprendre mon parcours de compagnie, tout simplement parce que diriger un lieu me fascinait plus que je n'imaginais. Et donc je passais un temps fou et j'adorais travailler avec les RP, travailler avec la com, pour me dire comment on va faire venir le public sur tel spectacle, comment on va faire ci, quel événement on pourrait inventer, etc. On faisait beaucoup de décentralisation et tout ça. Et ça me fascinait. Et puis des fois, j'en oubliais un peu le temps de travail de mes propres projets, quoi. Et donc, je sentais un peu que j'étais un peu dans une dichotomie qui n'était pas toujours très, très claire en moi. Et je voulais clarifier. Et donc, je me suis dit, ben voilà, où t'en es. Et donc, j'ai fait ce choix que j'ai annoncé très tôt à tous les partenaires et tout ça, en disant, voilà, je vais finir le mandat. C'est super. Je me projette vraiment pendant 4 ans. Et puis après, je reprends mon parcours de compagnie. Et ce qui est le cas depuis 2016, en fait. Voilà. Tu voulais gagner en liberté, c'est ça, ou en temps pour les créations? En fait, oui, je sentais que à ce moment-là, parce que je pense que maintenant ce serait assez différent, mais à ce moment-là, je n'arrivais pas à être à 100% directeur d'un lieu, en tout cas directeur d'un projet, et à 100% créateur de mes projets. Et je n'arrivais pas à admettre qu'il fallait pas faire 100%, 100%, en fait, qu'il fallait faire 80-20 ou 50-50, etc. Mais pour moi, c'était 100%, 100%, et évidemment, ça ne rentre pas dans un pourcentage. Euh, donc, je faisais des journées à n'en plus finir. Et j'étais pas clair avec ça, en fait. Maintenant, c'était Et maintenant, il y a c'est plus de 10 différent, tu ans. dis, parce que tu as arrêté de dormir, du coup, tu as, C'est gagné, ça, t'as gagné 8 heures, c'est ça. t'as gagné les 8 heures de la nuit Non, qui... mais je pense que déjà je travaille différemment, c'est-à-dire que j'arrive un peu plus à ce que je disais tout à l'heure, à quantifier le temps de travail en répétition, sur un projet. J'arrive aussi plus à déléguer, ce que j'avais du mal à faire à ce moment-là. Enfin, je pense que j'organise le temps beaucoup mieux, qui fait que je suis plus en capacité maintenant de me dire, bah, ce matin, je travaille sur l'administration et cet après-midi, je suis en répétition. Enfin, j'ai plus de distance aussi et tout simplement, je veux dire, j'arrivais dans une maison et entre guillemets, je voulais tout faire. Non pas que je savais tout faire, parce que je savais pas du tout faire, évidemment, mais c'est que tout m'intéressait et donc j'avais envie d'être curieux de chaque poste, de me dire,
le poste de RP, moi je l'avais vu le poste de RP en étant en tournée, en rencontrant plein de RP, etc. Mais de me dire, ok, concrètement dans un théâtre, comment ça se passe? Tu es RP, tu vas chercher un public pour tel type, comment t'en parles, comment, enfin, en fait tout ça m'a vraiment fasciné. Et puis d'inventer des petites formes en appartement, d'inventer de comment on allait chercher le public, les publics en fait, euh, pour différents projets. Oui, ça m'a complètement fasciné et je suis très fier et je regrette pas du tout d'avoir passé 4 années à faire ça. Oui, oui, c'était génial. Et peut-être que ça me retitillera de travailler dans un lieu un jour, mais je le ferai vraiment différemment parce que j'ai une autre expérience maintenant en fait. Les tutelles, elles Euh, doivent te presser un peu, elles doivent te dire, là, il y a ce non, poste-là. les tutelles, non, 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 les tutelles ne pressent Les personne. tutelles, pardon, Non, les les partenaires partenaires, institutionnels. non, 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 en fait, je pense que Parce que là, c'est eux qui t'avaient mis là quand même. non, en fait, non, non, il m'avait pas mis là. En fait, c'est vraiment mon drac, mais ça fait partie aussi du travail des dracs. Oui, À un moment, dans une évolution en fait de compagnie, de dire, ah, est-ce que vous avez vu ça? Juste, il pointe. d'accord. Mais je veux dire, c'est tout. Après, il a fallu faire le taf voilà, de candidater, de décrire un projet, etc. Et Mais puis d'aller le défendre. il continue de te dire ça ou pas? Parce que maintenant, tu as une expérience de direction, tu as une grande... Oui, mais ils savent aussi que c'est pas mon but dans la vie. Il y a des metteurs en scène, je crois, qui veulent vraiment accéder à l'institution type CDN ou Théâtres Nationaux. Moi, ils savent, de par l'expérience évidemment de Montluçon, hein, parce qu'on n'a pas été nombreux en fait à dire je fais un mandat et j'arrête. Des fois, ça Souvent, s'arrête les gens parce que s'accrochent. oui, et souvent ou alors parce que le ministère arrête et dit attendez, stop, c'est trop le bordel, vous arrêtez, voilà. Les équipes souffrent. Ouais. Ouais, voilà. Nous, c'était pas le cas, donc c'était vraiment un choix, voilà, personnel, et c'était en fait extrêmement joyeux aussi. Je veux dire, on a fini par un dernier spectacle, on terminait le 31 décembre, et on a fait un spectacle le 15 décembre, quoi, pour dire on travaille jusqu'au bout et c'est la fête jusqu'au bout, quoi. Mais, mais en tout cas, oui, j'ai des discussions, mais je veux dire, comme ils savent que c'est pas mon but ultime dans la vie, pour moi, ce serait euh, un moment dans mon parcours, un développement, une manière de travailler, un territoire précis. Je pense qu'il y a des territoires où je me sentirais pas, soit pas légitime, soit j'aurais peut-être pas le désir, soit. Donc, de toute façon, j'ai besoin de beaucoup de liberté. Donc, je suis assez impertinent et insolent pour ne faire que ce qui me plaît et ce qui me fait envie. Donc, je vais pas candidater pour candidater si j'ai pas un vrai désir. Et encore une fois, on le sait bien, enfin je veux dire, le temps qu'on passe dans nos métiers à s'engager dans un projet, on ne peut le faire que par désir. On sait très bien que sinon ça ne marche pas, en fait, on ne tient pas 5 minutes, quoi. C'est c'est très, très intéressant ce rapport à l'institution. J'aurais aimé savoir, par exemple, est-ce que tu as eu des rendez-vous avec le ministère directement? Est-ce que tu passes toujours par tes DRAC, donc tu es toujours en Auvergne? Est-ce qu'il y a des niveaux, pour nos auditeuristes qui connaissent pas forcément, c'est des moments qu'on connaît pas trop. Comment ça se passe des rendez-vous avec la DRAC, avec le ministère? Est-ce que tu as eu des rendez-vous avec le ministère? Est-ce que... Oui, en fait, avec la DRAC, ben, comme chaque compagnie, on a un dialogue régulier. Comme moi, ça fait 20 ans maintenant, ben, même s'il y a, il y a des gens qui ont changé un petit peu dans ma DRAC région, mais on a un dialogue régulier sur les difficultés, sur là où on est la compagnie, sur les besoins et tout ça. Et puis, avec le ministère, de temps en temps, pas très souvent, Qui c'est du coup le ministère, par exemple, quand toi... c'est la DGCA. C'est la DGCA voilà, donc il y a plusieurs personnes. Là aussi, ça a un peu changé. Euh, Moi, j'avoue que, par exemple, quand j'étais à Montluçon, j'aurais eu besoin de plus de contacts avec le ministère. Peut-être que moi aussi, j'ai pas osé les contacter assez, mais c'est vrai que Montluçon, pour eux, c'était loin, quoi. C'était loin de Paris. Et donc, de temps en temps, je pense que j'aurais eu besoin de faire un petit appel, en fait, pour dire, attendez, je me sens un peu noyé. Moi, ce que je trouve assez incroyable, ça a été un peu le bilan aussi que j'ai fait avec eux, c'était de leur dire, en fait, dans les centres dramatiques, donc c'est toujours des artistes qui dirigent des centres dramatiques, ce qui n'est pas le cas d'une scène nationale, mais quand même, on est tout à coup projeté dans une maison avec une responsabilité, avec un budget et avec une équipe. Nous, on était 25.
Et on a beau se projeter, c'est pas du tout le même travail qu'une compagnie. On a beau avoir une compagnie qui tourne beaucoup, avec des gens avec qui on travaille, etc. Ça n'est pas du tout le même mode de pensée. Et donc, ça met quand même un petit temps de changer la disquette, quoi, de comprendre comment ça bascule. Et ça, c'est assez. Moi, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, peut-être que maintenant ça a changé, à cette époque-là, pour moi, les DRAC et le ministère n'accompagnaient pas suffisamment, je pense, les directrices et directeurs. Euh, et moi, il me semble qu'il faudrait même mettre en place une sorte de petit temps de, je sais pas comment on peut l'appeler, peut-être pas de formation, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a un autre métier, en fait, et que on arrive à des choses qui sont, oui, qui sont différentes. On a des enjeux très différents, des responsabilités différentes, et c'est pas rien, en fait. C'est pas rien. Donc, oui, oui. Donc maintenant, de temps en temps, mais c'est pas très fréquent, en fait. Puis moi, je suis pas, comment je dirais, je suis pas dans les réseaux, les petits papiers, à aller toujours demander, etc. Bon, je taffe, je fais mes spectacles, voilà, j'ai envie de contourner, j'ai envie de créer, donc je- voilà. J'aurais aimé qu'on parle un peu du planning des vacances. Est-ce que tu prends des Ça n'existe vacances? pas. Oui. Non, mais c'est ça ma question. J'ai une question. Est-ce que tu prends des vacances? Très peu. C'est-à-dire à peu près dans le nombre de jours dans l'année, tu saurais quantifier des moments où tu Non, lâches quelque chose? Vraiment jamais. quasiment pas. Ouais. Non, ça aussi, au fur et à mesure des années, là, ça a changé, ça a beaucoup changé. Mais ces dernières années, euh, les amoureux aidants, bah, tout à coup, on prend du temps pour l'autre, quoi. Et du coup, Mhm. on prend du temps pour soi aussi. Et puis le corps, l'esprit aussi te dit stop, en fait, des moments, il te dit saturation, voilà. Mais sinon, pour moi, les vacances, c'était un peu une partie de l'été, souvent. Euh, donc, soit il y avait Avignon ou pas, soit il y avait pas Avignon, mais il y avait des débuts de répétition, souvent en août. Euh, mais voilà, et pendant l'année, non, c'est très rare. Oui, C'est assez rare. et je me doutais. Est-ce qu'il y a ton calendrier? Je suppose que tu as un calendrier partagé avec ton, ta compagnie, Mon enfin équipe, avec ouais, ton équipe. ouais. Est-ce qu'il y a des moments que tu arrives à bloquer, à dire là, vous ne me mettez rien? Ou est-ce qu'il est libre? Tu leur laisses la liberté absolue de Ben, te mettre des dates tout le oui, temps. il est libre, mais comment je dirais, j'ai pas du tout ce problème de, comment je dirais, de toute façon, ça se fait en dialogue tout le temps. Donc c'est pas vous mettez des dates où vous voulez ou vous me demandez toujours avant. En fait, tout le temps, on regarde si c'est bien, si c'est juste, si à la Oui, fin. oui. Donc c'est assez, comment je dirais, oui, oui, ça m'arrive de temps en temps de mettre en avance une petite période en disant bah là j'aimerais être disponible, mais après, comment je dirais, comme je suis plutôt metteur en scène, j'ai moins ce problème parce que maintenant il y a Eun sur lequel je suis interprète, donc je suis dessus. Mais je veux dire, on n'a pas non plus 500 dates par an, donc je veux dire, ça va. Les dates se calent. Euh, non, non, ça va. Ce qui est balisé, c'est vraiment les périodes de répétition, en fait. Et puis, maintenant, j'arrive à trouver les périodes un peu que je pourrais appeler de. Je sais pas comment on peut les appeler. De repas, de nourriture intellectuelle. Ouais, c'est ça, de gestation, les moments où tu as l'impression que tu flânes. Parce que tu vas voir des expos, parce que tu vas rencontrer des gens, parce que je sais que ça me nourrit beaucoup. Euh, mais j'ai une équipe formidable en fait qui aussi me fait confiance. Et quand tout à coup je dis ah j'ai rencontré un tel et je voudrais dans 3 mois, on a envie de faire une petite forme, je sais pas quoi. Bon ben ok, on essaye de voir si on peut faire ça. Enfin voilà, donc ça se fait assez simplement. Non, j'ai quand même eu la chance d'être toujours bien accompagné avec des gens euh, oui, qui sont à l'écoute et qui me font confiance. Même si voilà, il y a des spectacles qui n'ont pas marché, il y a des spectacles que moi j'ai eu la sensation de rater, ou que je n'ai pas réussi comme je voulais. Il y a des fois des spectacles que j'ai la sensation d'avoir réussi, mais que les professionnels ou des fois le public n'a pas accroché plus que ça. Ça fait mal évidemment, ça peut être très dur, très violent, mais on sait que ça fait partie d'un parcours. Et dans tout ça, on navigue, quoi. En fait, on navigue entre nos désirs
et puis ce qu'on peut mettre en place et ce qu'on imagine d'un spectacle qu'on a envie de tourner, qui finalement ne tourne pas, ou d'un spectacle qu'on pensait qu'il n'avait pas beaucoup tourné, qui finalement tourne. Je pense qu'on vit tous à peu près ça dans nos parcours de créatrices, de créateurs. Et voilà, moi je suis très sensible à ça. J'ai toujours identifié l'idée d'un répertoire. J'ai toujours voulu que mes spectacles jouent plusieurs saisons, plusieurs années, qu'on les retravaille. Euh, mais je suis comme tout le monde, quand il y a il y a un spectacle on sait pas, il y a pas cette étincelle qui fait que les gens ont envie de le voir jouer, bah, ça fait mal, mais bon, bah voilà, faut le ranger au placard, quoi, et d'essayer de comprendre pourquoi. Mais voilà. Qu'on parle un peu des équipes de ta compagnie. Le système d'aide française a tendance à créer un turnover dans les compagnies, Mhm. puisqu'on est aidé pour employer des nouveaux Ouais. arrivants. Est-ce que toi, tu as une équipe qui t'est fiable depuis le début? Est-ce que tu arrives à garder les gens assez longtemps? En fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'équipe vraiment d'accompagnement administratif, production, diffusion. Et là, c'est des longs, longs parcours. J'ai travaillé avec une administratrice pendant 10 ans avant que je sois au CDN. Et après le CDN, j'ai travaillé plutôt qu'un bureau d'accompagnement. Donc ça veut dire une équipe qui travaille avec plusieurs compagnies. Et donc j'ai fait un premier cycle de 7 ans avec un premier bureau. Et depuis, je suis avec un deuxième bureau d'accompagnement depuis maintenant, donc je sais pas, 6 ans, un truc comme ça. Donc c'est quand même des longues périodes. Et ça, je trouve ça formidable. Enfin, moi, je trouve que le bureau d'accompagnement, c'est vraiment, ça me convient. Ça permet de réfléchir aussi avec les autres compagnies, comment eux travaillent, ce qu'ils traversent, etc. Et surtout, je pense que j'ai rencontré des personnes super. Voilà, Mathieu, avec qui je travaillais pendant 7 ans, et son équipe. Là, Virginie et Nora, qui travaillent pour la compagnie, sont vraiment formidables. Donc ça, c'est un peu pour moi le socle de production, administration. Sachant que moi, je dois faire quasiment une sorte de plein temps pour la compagnie, de prod, tout ça. Bon, voilà, vous connaissez. Et après, moi, j'ai pas d'équipe fixe artistique. On va dire que j'ai quand même un régisseur général avec qui je bosse depuis 10 ans. Euh, mais quand même, après, comme je fais des formats et des projets très différents, c'est vraiment au projet. Et les gens avec qui je travaille le savent, que c'est pas une compagnie comme un collectif où je vais reprendre les mêmes équipes systématiquement. Mais il y a vraiment des comédiens qui reviennent, il y a des créatrices et créateurs qui reviennent, des plasticiens qui reviennent. Il y en a avec qui je bosse depuis le début. En fait, j'essaye vraiment comment je dirais, je ne m'oblige à rien, et je veux que les gens aussi ne s'obligent à rien vis-à-vis de la compagnie. Et que ce soit le projet qui soit notre endroit de rendez-vous. C'est-à-dire que si je me projette dans un projet et que je me dis, ah, je pense que cette comédienne, ce comédien, alors comédienne, comédien marionnettiste sont les projets, mais serait vraiment pour moi à ce moment-là pertinent pour ce projet, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que c'est des gens que j'aime bien et que j'ai envie de les mettre dans un projet à tout prix. Il y a vraiment, enfin, j'essaye d'être vraiment le plus respectueux possible et très exigeant possible sur pourquoi on fait un spectacle, pour qui on fait un spectacle. Et je ne travaille pas avec mes amis, au sens, pour moi, il y a le travail, le respect du travail, la fragilité d'un espace de travail. Et puis j'ai des amis aussi à côté. Il y a des gens avec qui je travaille, avec qui j'ai plus ou moins d'affinité, évidemment. Mais pour moi, c'est très important d'être dans un cadre de travail avec voilà, avec des contraintes, avec les contraintes des uns et des autres, familiales, etc. Enfin, et donc, pour moi, il y a un choix vraiment important d'une personne, que ce soit un technicien, une technicienne, un plasticien, une plasticienne, pour un projet défini. Parce qu'on va raconter cette chose-là d'une certaine façon, parce qu'on va chercher ça d'une certaine façon. Et je crois beaucoup aussi comment je dirais, à la synergie d'une équipe. Quand je réfléchis à un projet, je me dis, ah, telle personne qui a telle énergie, voilà, je peux me planter, hein, je me suis planté évidemment des fois, mais c'est important pour moi. Donc voilà, il y a des projets, des fois, il y a des comédiens qui ont fait plusieurs projets, il y a des gens
des plasticiens avec qui j'ai fait plein de spectacles. Mais tu fais des auditions pour embaucher les gens ou tu Non, vois c'est assez de rare. spectacles Ouais, pour non, savoir c'est rare. En fait, si je fais des auditions, les c'est pas comités de lecture vraiment. pour les auteurs, par exemple, Là, c'est de la lecture. ouais, c'est Là, ça. c'est de la lecture. Mais ce qui m'arrive par contre de faire, c'est que je fais pas des auditions, mais je fais des rencontres avec des comédiens, parce que parfois, même souvent, je travaille avec des comédiens qui n'ont jamais manipulé de marionnette. Puisque je pars souvent, moi, du jeu pour emmener vers la marionnette. Donc, il faut que je sente et que ces personnes-là sentent s'ils ont envie d'être à travers un instrument marionnettique. Et donc, souvent, je fais un peu une journée un peu de test, en fait, où, de manière vraiment, j'essaie pragmatique, en fait, de leur dire, on va aussi se choisir mutuellement. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, et peut-être à la fin de la journée, tu vas me dire, cette façon-là de travailler, ça ne me convient pas, soit la personne, soit la marionnette. Mais c'est délicat de le dire comme ça, mais je pense que c'est vrai, en fait. Je pense que quand même, euh, bien sûr que tout le monde est en recherche de travail, on a besoin on a besoin de projets, on a besoin, évidemment, mais je crois que c'est toujours bien quand on est interprète, euh, même si on peut se dire que peut-être on manque de cachet, etc. Mais le plus possible, en fait, de se dire, est-ce que c'est un projet qui me plaît? Est-ce que c'est un projet dans lequel j'ai envie de m'investir? Peut-être c'est un luxe, c'est vrai que c'est un luxe, j'en ai conscience, hein. Mais aussi c'est une manière, je pense, de le réfléchir, parce que de toute façon, qu'on soit très bien payé, moyennement payé ou mal payé, de toute façon, quand on s'engage dans un projet, on met du temps, on met une énergie, on met, voilà. Et donc, ce temps de rencontre, il me permet de voir si je peux emmener ce comédien, cette comédienne, dans ce type de manipulation, ce type de transfert, ce type de jeu avec la marionnette. Et quand il n'y a pas de marionnette, ce qui m'arrive aussi, c'est plus simple parce que c'est un rapport de jeu, de direction d'actrice, d'acteur. Mais, euh, mais surtout quand il y a de la marionnette, oui, voilà. Mais Et je fais est-ce que pas vraiment tu vas d'audition. voir ceux qui sortent de l'école nationale à Charleville-Mézières? Est-ce que Oui, tu es intéressé par cette formation? Est-ce que tu trouves que ceux qui sortent de cette formation sortent avec un bagage qui peut oui, correspondre à ce dont tu aurais besoin toi en tant que metteur en ben, en scène? fait, ça, c'est récent, c'est très récent, mais ça a commencé. J'ai travaillé avec Faustine Lancel, qui était la promo. Je sais jamais moi les noms des promos, mais donc voilà, Faustine, par exemple, que j'avais vu dans un spectacle qu'avait fait Bérangère Ventusseau, de sortie, et que j'avais trouvé vraiment hyper intéressante comme comédienne et comme manipulatrice. Donc on a fait 2 spectacles ensemble. Et ensuite, j'ai suivi une autre promo, celle d'Enzo et Rose, où par exemple, je les ai engagés dans des spectacles aussi. Mais ça, c'est un peu récent. Après, là, je viens de faire une forme où il y avait Kaina et Élise qui sortent aussi de Charleville. Mais c'est ces dernières années, en fait. Avant, pas du tout. Et pourquoi? Comment tu Euh, analyses je sais pas trop. En fait, ils t'ont refusé, ça a mis 15 ans à non, accepter qu'ils t'avaient refusé. non, Après, non, tu pas te du dis tout. peut-être que Ouais, non, non, ceux pas qui du tout, je doivent crois rentrer pas. doivent pas être intéressants, vu que moi, ils ne m'ont pas Non, pris. non, pas du tout. Non, non, je sais pas trop pourquoi, en fait. Je crois que vraiment, j'avais tellement une entrée par le théâtre que ça m'intéressait beaucoup, en fait, de travailler avec des comédiens et de les emmener vers la marionnette. C'était vraiment une façon de faire. Et puis, au bout de quelques années, c'est comme si après avoir beaucoup développé ça, j'étais peut-être en capacité à ce moment-là de travailler un peu différemment. Et peut-être, erreur de ma part, de me rendre compte qu'il y avait aussi des marionnettistes qui avaient cette même culture, voilà, du texte, du jeu, de l'interprète. En tout cas, Charleville, c'est compliqué d'en faire un truc synthétique parce qu'en plus, c'est un long parcours, ça a beaucoup changé de direction, etc. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y a, comme dans chaque promo, des gens qui sortent avec plutôt un bagage de construction, de conception, et puis il y a des gens qui sont plus interprètes. Donc ça dépend aussi un peu des individus, je pense. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu j'ai l'impression qu'on manque un peu d'interprètes dans ces formations qui pourraient après intégrer des compagnies, qui auraient déjà ce bagage évidemment de manipulation, mais qui sont aussi à l'endroit du jeu. Et je trouve que ça, c'est toujours plus fragile, plus difficile. Mais c'est aussi une sorte de rencontre, en fait, parce que quand on dit le jeu ou le texte ou le jeu en marionnette, c'est quand même très large. Ça dépend de quel type de jeu on cherche. Mais
voilà, sur la nouvelle ronde, par exemple, c'était un travail de texte, c'est très, très bavard, les marionnettes parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant 1h40. Donc il fallait un jeu presque très cinéma, très précis. Donc c'est un type de travail de jeu, là où d'autres spectacles sont dans un autre univers. Donc c'est encore une fois, c'est en fonction du projet et de ce que je veux raconter. Et donc les rencontres se font en fonction de ça. Là, par exemple, Kaina et Elise, elles avaient une toute petite partition, je les avais bien prévenues dans un projet, et elles ont été vraiment super toutes les deux, vraiment dans ce travail-là, qui était un travail sans texte, très marionnettique, très manipulation. Et je savais que toutes les deux, euh, elles étaient comment je dirais, comment on dit, trop qualifiées en fait pour ce qu'elles devaient faire dans le spectacle. Mais elles étaient vraiment parfaites toutes les deux, et je sais qu'elles peuvent faire d'autres choses avec du texte. Enfin, c'est des super interprètes. Euh, mais là, pour ce projet-là, par exemple, ça a été des très belles rencontres, et elles ont été parfaites dans le travail de manipulation qu'il fallait faire. Et est-ce que tu as un regard sur les nouveaux CNMA? Est-ce que d'après toi, ça aide le milieu de la marionnette, c'est-à-dire ça aide aussi à faire sortir des productions du réseau marionnette? Comment tu vois ce changement depuis 5 ans? Est-ce que Moi, je trouve ça... que c'est formidable. Non, mais c'est formidable, c'est sûr. En fait, il y a une spécificité de la création marionnettique et d'un lieu adapté. J'en parle assez librement puisque je n'ai pas de lieu pour ça et que je galère beaucoup et que je fais des résidences à gauche à droite où on a quasiment un camion entier de matériaux et d'outils pour pouvoir répéter. Donc je pense que ça c'est indispensable vraiment pour les compagnies, et c'est indispensable aussi que ça soit référencé, que ça puisse aider des compagnies jeunes et moins jeunes. Euh, donc ça, je pense que c'est très important. Après, euh, que je trouve que la marionnette, mais comme d'autres arts, que ce soit la danse, en fait, a besoin comment je dirais, de se rassembler pour unir ses forces et pour exister en tant qu'art avec sa singularité. Donc ça, c'est extrêmement positif, et ça s'est développé beaucoup, et bravo. Et la petite contrepartie de ça, c'est un peu l'enfermement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été un peu à part, je pense, dans le milieu de la marionnette, et des fois regarder un petit peu de travers d'ailleurs, mais comme je fais des formes des fois très théâtrales, des formes parfois avec des danseurs, des chorégraphes, parfois avec des chanteurs lyriques, parfois très marionnettiques, parfois peu. euh, le, je tourne dans un réseau finalement qui n'est pas le réseau marionnette, ou peu, on va dire, de temps en temps, mais ça dépend. Euh, donc je pense que ça, il y a encore un travail énorme à faire, des productions, d'arriver à les emmener dans un réseau qui n'est pas le réseau marionnette. Mais c'est aussi ça que je dis l'enfermement, c'est que je vois bien certains théâtres, quand je leur propose des projets, ou quand j'en parle à d'autres camarades, qui disent bah, allez voir plutôt la scène conventionnelle marionnette de Bidule. Oui, mais en fait, on peut pas jouer que dans les quelques Il y en lieux a que 7. réseau marionnette, quoi. Euh, donc, on a eu la chance, quand même, la compagnie, de pouvoir pas mal jouer hors de ce réseau marionnette, dans des scènes nationales, des Mais CDN, des c'est scènes aussi parce que tu as conventionnelles, une voilà. habitude d'Avignon. Là, par exemple, nous étions à Avignon, il y avait Ouais, très peu de productions ouais, marionnettiques ouais, euh, qui étaient présentées. Pourtant, c'est le lieu de oui, programmation c'est vrai. interdisciplinaire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je sais pas trop comment ça s'est fait. C'est pas que Avignon. Je pense que c'est aussi comment je dirais, l'identité même de nos formes qui font qu'elles ne sont pas. Parce que c'est vrai que je ne pars pas en me disant je vais faire un spectacle de marionnettes, mais je pars en me disant voilà mon sujet. Est-ce que la marionnette a une nécessité ou pas dans ce sujet, et comment elle va prendre sa place, et si elle n'a pas sa place, voilà. Mais c'est ce qui a été aussi très compliqué, et qui l'est toujours aujourd'hui pour les programmatrices et programmateurs, c'est que j'arrive avec un projet et que les gens ne savent jamais vraiment à quoi s'attendre. Donc très sincèrement, très honnêtement, je galère à chaque production pour trouver des partenaires. Je n'ai jamais une liste énorme de coproduction, parce que les gens attendent de savoir un peu ce que je vais faire, et même si on peut se dire que ils ont repéré un peu mon travail, ben ça reste quand même toujours un redémarrage à chaque fois, qui est épuisant. Enfin, vous connaissez ça, c'est assez épuisant tout le temps d'aller convaincre, d'aller prouver sa légitimité, d'aller prouver quelque chose sur un projet. Ça fait partie du travail, mais c'est assez épuisant. Et donc voilà, mais oui, je pense que c'est incroyable ce qui s'est passé, c'est nécessaire. Et maintenant, il faut arriver à, comment je dirais, à rendre les choses concrètes, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de grandes formes marionnettiques,
de développer ça, mais en fait, quand on arrive dans les lieux, les gens n'en veulent pas et en ont peur. Moi, j'ai eu très honnêtement, il y a encore pas très longtemps, une anecdote où on m'a dit c'est super, mais c'est cher pour de la marionnette. Alors que le spectacle, j'ai programmé des spectacles dans des lieux, donc je connais vraiment les coûts des spectacles. Il est beaucoup moins cher qu'un spectacle avec 4 acteurs, par exemple, alors qu'on arrive à 12, hein. Donc, il y a quand même toujours encore un peu cette idée que parce que c'est de la marionnette, ça doit être moins cher qu'un spectacle de théâtre ou un spectacle de danse. Et ça, c'est toujours un petit combat en fait d'arriver à valoriser ça, d'expliquer, alors qu'on sait très bien en plus que le monde de la marionnette n'a jamais des cachets exorbitants par interprète, alors qu'au théâtre, des fois les cachets sont double ou triple. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout les mêmes cachets, quoi. Donc, oui, ça, c'est encore un petit combat parce que même le milieu marionnettique voudrait des grandes formes parce que beaucoup de lieux maintenant sont des grands plateaux avec des grandes jauges. Mais quand on arrive avec des grands plateaux, des grandes jauges, en fait, tout à coup, ils en ont un peu La peur. Ouais. cour des grands, c'est pas facile. Finalement, il y a une Ouais, production pas énorme pour des grands plateaux. non, c'est difficile, mais parce que eux-mêmes ne veulent pas coproduire ou Mhm. ont un petit peu la peur de ça. Ils essaient petit à petit, ils le font, ils font des efforts, mais c'est vrai que c'est pas évident. En fait, le spectacle idéal à 2 ou 3 personnes au plateau qui accepteraient 500 personnes en salle, on peut pas faire que ça, quoi. Enfin, c'est rare, et je veux dire, encore dernièrement, je me souviens d'une anecdote où on me demandait de travailler sur un projet, et heu et j'expliquais que, enfin, il me demandait une marionnette taille humaine. Et je disais, bah, en fait, il faut 3 marionnettistes pour une personne taille humaine. Et ils comprenaient pas. Ils avaient l'impression que ça allait marcher tout seul. Et je dis, bah, en fait, non. Il faut 3 marionnettistes pour arriver à donner une vraie écriture de mouvement précise. Et donc, c'est encore une imagerie qu'il faut parfois. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu as envie de dire qui restera là dans sur le portail des arts de la marionnette? Est-ce que tu as un message à donner? Moi, il y a beaucoup de choses que j'aurais envie de dire, mais non, non, on a déjà parlé de plein de choses. C'était vraiment intéressant. Euh, non, ce que je pourrais dire, c'est que, comment je dirais, un parcours, parce qu'on parle de tout ça, hein, donc ça me fait réfléchir à plein de choses, mais un parcours, c'est aussi semé de doutes. Moi, je suis quelqu'un qui doute énormément, qui questionne beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Je suis jamais sûr de rien et encore moins de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que un parcours de création, de compagnie, c'est aussi des échecs, c'est aussi des choses qui ratent, c'est aussi des choses qu'on croit avoir ratées, c'est aussi, et ça, c'est quelque chose de très complexe, je trouve, à ressentir, à appréhender, à comprendre, et que ça fait partie, en fait, aussi de notre chemin. Et ce qui est complexe, c'est qu'on en parle comme une chose un peu philosophique, comme ça, mais pour le coup, on sait que, par exemple, dans le lien avec les programmatrices et programmateurs, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire qu'on sait que quand on se plante sur un spectacle, on a beau se dire que dans l'idée, ça fait partie d'un parcours, en fait, on se fait vraiment démonter. Et c'est vraiment très dur, en règle générale. Et c'est toujours très difficile de dire à un programmatrice, programmateur, viens, on a retravaillé, tu vas voir, ça a changé, ou viens voir le prochain spectacle. En fait, c'est très très dur. Donc il y a pour moi une dichotomie entre le rapport à l'art et au ratage et voilà. Il y a un fantasme autour de ça et puis la réalité du terrain qui fait quand même qu'on nous met dans un rapport quand même d'efficacité. euh, voilà. Et j'ai la sensation que plus les années avancent, plus je ressens ça. C'est-à-dire comme si j'avais moins le droit à l'erreur. Euh, et moi, plus j'avance et plus j'ai la sensation que je suis un peu libre avec ça. Je sais pas ce que ça va donner au final, mais voilà. Non, mais Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui est là en haute Haute-Loire. Loire à écouter l'interview et qui se dit ah, moi j'ai envie de faire ça de la marionnette? Est-ce que tu aurais un conseil à donner, quelque chose qui a été important pour toi et que tu as envie de. Moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner, c'est délicat, mais je dirais il faut faire vraiment ce qui intimement nous anime. Il ne faut, je pense, jamais, jamais faire
pour répondre à un appel à projet, pour rentrer dans une case de quelque chose, pour voilà. Si ton spectacle, tu veux le faire avec 10 personnes au plateau et que c'est 4 jours de montage, en fait, faut le faire. Faut pas se restreindre. Il faut pas se dire ah oui, mais comme je débute, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je rentre dans les cases, etc. Moi, je pense que c'est l'artistique avant tout euh, et que c'est pas grave de pas rentrer dans les cases parce que de toute façon, les cases n'existent pas. Moi, je pense les cases, elles se créent par rapport au milieu artistique qui est là, mais en fait, elles ont souvent 5 ans de retard par rapport à ce qui se passe, parce que le temps que l'administration française revoit un peu son truc, en fait, nous, on a déjà des temps d'avance. Donc, en fait, je veux dire, c'est nous qui générons nous-mêmes, en fait, notre, comment je dirais, la politique culturelle, en fait. Bien sûr qu'on a des élus, qu'on a, tout ça est très important, mais je veux dire, on sera toujours en avance et on sera toujours, enfin quand je dis en avance, euh, en tout cas on sera toujours en décalage, je sais pas si en avance, mais en tout cas en décalage, et on est toujours beaucoup plus libre. Et peut-être la dernière chose, ce serait de se dire que il ne faut pas essayer de contenter un public. Moi, je pense que le public, il est très vaste, il est très large, et le public est beaucoup plus ouvert que ce qu'on veut bien imaginer, beaucoup plus intelligent que ce qu'on peut imaginer, et il est prêt à des formes hyper radicales, même s'il n'est jamais venu au théâtre. Euh, et il est beaucoup plus, ouais, il est hyper dispo à des formes très diverses. Il faut pas essayer de penser à sa place et de se dire ah ils attendent ça, ils veulent ça. Non. Et pour revenir à un truc que je disais plus tôt sur l'histoire des dossiers pédagogiques, par exemple, moi je crois à la relation directe à une œuvre. C'est-à-dire, je ne veux pas dire à des publics, vous devez déjà avoir lu Brecht, avoir lu ça pour pouvoir voir mon spectacle. Si, s'ils sont obligés de lire le programme de salle avant de voir mon spectacle, c'est que j'ai raté quelque chose. C'est que ça veut dire que ça n'est pas dans le spectacle. Et je réfléchis de la même façon quand je vais voir une exposition. Voilà. Pour moi, on s'est un petit peu engouffré dans cette idée d'action, de médiation, qui est formidable hein, par ailleurs, mais comme s'il fallait préparer le public à recevoir quelque chose. Et donc, pour moi, ça amène aussi le public au côté ah, mais c'est peut-être pas pour moi parce que j'ai pas fait l'atelier machin, parce que j'ai pas nanana, etc., etc. Moi, j'essaie vraiment depuis quelques années de dire d'abord, en premier, c'est le spectacle, l'œuvre, quelle qu'elle soit, ratée, voilà, ou réussie, voilà. C'est l'œuvre, c'est le spectacle. C'est ça d'abord qui compte, la confrontation à une œuvre. Et à partir de là, on peut imaginer une médiation, une rencontre, tout ce qu'on veut, des ateliers, etc., etc. Mais c'est ça d'abord. Et si à l'intérieur de ce noyau-là, il n'y a pas ce qu'on veut développer, il n'y a pas l'étincelle, il n'y a pas le voilà, il n'y a pas le propos, il n'y a pas l'émotion, c'est peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. En tout cas, j'essaye de le réfléchir toujours comme ça. Donc, pour des compagnies, peut-être que ce dialogue-là que j'aurais, ce serait de dire ça, ce serait de se dire, pensons des gens à l'œuvre, pensons des gens à ce noyau et à ce truc qui bouillonne, et c'est ça qui va parvenir à des publics, même si c'est des gens qui viennent jamais au théâtre, je pense que c'est ça qui est moteur. Eh bien, Joanne Ibert, merci beaucoup pour cet Ben, entretien. merci à tous les deux, merci beaucoup.